Avez-vous des regrets aujourd'hui? Alors, toutes ces questions métaphysiques, on se les a tous posées. Ou on se les posera tous, généralement, vers 40 ans. Alors, pourquoi se les poser? Parce que la vie est ainsi faite. L'homme est un animal inquiet et insatisfait par nature. Alors, afin d'aborder ces questions, j'ai très envie de vous conter une histoire. Mais je ne vais pas vous conter n'importe quelle histoire, je vais vous conter mon histoire. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie marine. J'ai été passionné par la biologie marine. J'ai rencontré le commandant Cousteau qui m'a dit, voilà, si tu veux faire de la biologie marine, il faut embarquer sur des bateaux océanographiques. Ce que j'ai fait, j'ai navigué sur la plupart des océans et plongé dans les abysses avec ces sous-marins que vous voyez ici, le Nautile, l'Alvin, pour aller étudier des animaux qui vivent dans des zones extrêmes que l'on va trouver à 3000 mètres de fond dans les océans. Et puis en 1999, j'ai eu la chance d'être recruté au CNRS. Donc j'ai passé 15 ans au CNRS, donc à Roscoff, en Bretagne. J'ai eu la chance d'avoir la médaille de bronze du CNRS pour l'ensemble de mes travaux. Et ça m'a permis en fait, d'assouvir ma soif de connaissances et d'apporter de nouveaux titres en fait, à des chapitres de sciences de la vie. Et j'ai appris en fait, sur mon chemin que finalement, on était capable, en fait, c'était possible d'orienter son destin. Alors certes, sur ce chemin, il peut se passer pas mal de choses. Et finalement, on est capable de tracer sa route et puis finalement de réaliser ses rêves. Mais par contre, on sait où on va tous aller à la fin de ce chemin. Au crépuscule de notre vie, on ira tous là. Désolé de casser l'ambiance. En fait, la vie, c'est un chemin, c'est un passage entre l'alpha et l'oméga. Et que si vous prenez conscience vraiment que la vie est une succession de zones de confort, croyez-moi, vous n'aurez plus peur de réaliser vos rêves. Et donc moi, il y a des animaux qui m'ont extrêmement intéressé. Ce sont des organismes que l'on va trouver sur la plage. Alors je suis sûr que vous avez tous vu ces traces en vous baladant sur les plages en Bretagne. En dessous, il y a un ver que l'on appelle l'arénicole, Arenicola marina. Ce ver aussi, on l'appelle le busugue en breton, et puis il y en a qui l'utilisent pour la pêche, on en a discuté tout à l'heure. Je me suis intéressé à cet animal, pourquoi? Pour essayer de comprendre comment ce ver colonise la zone de balancement des marées. Chercheurs au CNRS, pourquoi ce ver colonise la zone de balancement des marées? Et donc finalement, ce ver, il est intéressant puisque ce ver, il a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ce ver vit entre la marée haute et la marée basse. Juste à titre d'exemple, l'homme, notre ancêtre australopithèque, il n'a que 3 millions d'années. Et alors moi, je m'intéressais à cet organisme pour essayer de comprendre tout simplement, j'étais au CNRS, comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse. Et donc pour ça, je me suis intéressé au sang de cet animal. Et en fait, vous, tous ici, on a tous du sang, on a tous des globules rouges et on a tous un typage sanguin. En fait, le transport de l'oxygène se fait par une protéine qui est à l'intérieur de ce globule rouge qui va fixer réversiblement l'oxygène. Et finalement, en étudiant la respiration de ce ver marin pour essayer de comprendre comment il respirait entre la marée haute et la marée basse, je suis tombé sur cette molécule. Alors cette molécule elle est extrêmement intéressante puisque ici, on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. En fait, à l'origine, ce ver n'avait pas de globules rouges. En fait, nous, on n'avait pas de globules rouges. Et puis, en fait, on a évolué en fait, vers une molécule qui s'est encapsulée au fur et à mesure de l'évolution. Cette molécule elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que vous voyez une molécule extracellulaire qui peut lier 40 fois plus d'oxygène, qui peut être lyophilisée. Donc aujourd'hui, on peut avoir du sang en poudre, mais surtout qu'il n'y a pas de typage sanguin. Et donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai trouvé cette molécule? La première des choses que j'ai faites, c'est que je suis parti en fait, transfuser des animaux de laboratoire. Ah oui, ça existe. J'ai trouvé en fait un laboratoire qui m'a permis de tester l'hypothèse en fait, d'utiliser cette molécule comme transporteur d'oxygène universel. Donc j'ai exsanguiné des animaux de laboratoire, j'en transfusais en fait cette molécule, et qu'est-ce que je m'apercevais que en fait, tous les animaux pouvaient vivre avec de l'hémoglobine de ver marin. Et donc ça a complètement modifié en fait, ma vie, puisque en fait, je suis passé du CNRS à la validation de cette molécule dans une entreprise. Et finalement, ce travail de recherche aurait pu en rester là, mais pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est au CNRS, notre boulot, c'est vraiment de publier en fait, des articles scientifiques. Et ici, vous avez un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est le prix Nobel Albert Fert, qui a eu le prix Nobel en 2007 pour ses travaux sur la magnétorésistance géante. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le process qui permet de mettre des disques durs dans la plupart des ordinateurs, dans les MP3, dans les iPhones.
Et vous avez Peter Grünberg qui a eu aussi le prix Nobel la même année, c'était un Allemand. Et finalement, Albert Fert publia ses résultats. Peter Grünberg publia également ses résultats, mais au préalable, il protégea ses résultats. Et donc aujourd'hui, Peter Grünberg a des royalties sur chaque disque dur qui sont sur nos ordinateurs. Et en plus, il participe en fait au développement économique de son pays, puisque finalement, l'Allemagne bénéficie en fait de cette innovation majeure. Et donc, je décide de quitter le CNRS en 2007 pour créer, en fait, pour développer cette molécule vers des applications médicales. Et finalement, je deviens un peu le mouton noir de la recherche, parce que vous savez, quand on est au CNRS, on fait uniquement de la recherche fondamentale, et il est hors de question que l'on aille valoriser en fait les travaux de recherche, puisqu'en fait, on a accès à l'industrie, et c'est très, très négatif. Donc, j'ai troqué ma blouse blanche contre un costume. Je suis parti de l'autre côté, en fait, de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2007, c'était la crise des subprimes. Et on me disait, mais tu ne vas pas quitter le CNRS, puisque en fait, tu es fonctionnaire. J'ai dit, et so what? Mais tu es fonctionnaire, tu as un boulot à vie, tu ne vas pas prendre le risque de créer ton entreprise. Eh bien, je décide en fait de passer le pas, de créer mon entreprise. Et finalement, 2007, il y avait aussi une élection présidentielle. Et il y a une loi qui est passée par là qui s'appelle la loi TEPA. La loi TEPA permet à des particuliers en fait, d'investir directement dans le capital d'une entreprise. Et Emarina est la première société en fait, qui est sauvée par cette loi fiscale. Et donc, en fait, sur ce chemin, j'ai appris que finalement, il y a souvent des signes. Il y a souvent des signes, il faut juste savoir les regarder. Et la loi TEPA en était une, mais il y a eu d'autres signes sur le chemin d'Emarina. Et aujourd'hui, Emarina, c'est une société qui croît d'une façon assez incroyable. Et tout ça grâce à un petit ver marin qui s'appelle l'arrêt Nicole. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, il était pour moi hors de question de défaunir toutes les plages de Bretagne, d'aller piquer tous les vers de la plage pour en faire des produits thérapeutiques. Donc aujourd'hui, on a ouvert des fermes en aquaculture, et on est capable d'élever nos vers marins dans des conditions complètement tracées et contrôlées, d'extraire les molécules en conditions pharmaceutiques et d'en faire des produits thérapeutiques. Et aujourd'hui, Emarina est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un transporteur d'oxygène universel. Et juste pour vous convaincre que cette molécule a un intérêt majeur, on va faire un petit exercice. Essayez d'arrêter de respirer pendant 1 minute. Non, vous respirez là. On arrête l'exercice? Vous êtes convaincus? En fait, oui, parce qu'en fait, la molécule, l'oxygène, en fait, c'est vraiment... l'hémoglobine et l'oxygène, c'est vraiment au centre de la vie. En fait, tous les processus métaboliques, physiologiques ont besoin d'oxygène. Donc, on a créé cette ferme, on a extrait nos molécules, et aujourd'hui, avec cette molécule, on en fait un tas de choses. On développe cette molécule pour des applications dans la transplantation d'organes, dans la transfusion sanguine, dans la cicatrisation pour les plaies du diabétique, mais je vais vous parler plus particulièrement de cette application dans la transplantation d'organes. Quelques chiffres, aujourd'hui, la transplantation d'organes, c'est vraiment un problème de santé publique majeur. Il y a plus de 26 000 personnes sur liste d'attente qui attendent un greffon, et sur cette liste d'attente, il y a à peu près 500 personnes qui décèdent tous les ans, parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous bien qu'on jette 50% des greffons parce qu'on n'a pas le temps de les transplanter. L'idée que l'on a eue, c'était exactement de reproduire ce qui se passait sur la plage. La question à laquelle j'ai répondu en fait, quand j'étais au CNRS, c'est comment le ver respire entre la marée haute et la marée basse. Tout simplement, le ver ne respire plus à marée basse. Il fixe ses molécules d'oxygène en fait, sur ses hémoglobines et il reste pendant 6 heures complètement en fait, sans respirer. L'idée, c'était de reproduire exactement ce qui se passait sur la plage. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et en fait, en mettant ces molécules dans ces solutions de préservation de greffons, on est capable de multiplier par 4 ou 5 le temps de conservation d'un cœur. On est capable de passer de 12 heures à 1 semaine pour conserver un rein. Et aujourd'hui, les chirurgiens sont ravis puisqu'on va pouvoir programmer des transplantations d'organes et surtout sauver ces organes, en fait, de remettre ces organes en fait, dans la liste d'attente. Alors, bien évidemment, une société comme Emarina, c'est pas un long fleuve tranquille. Parce que vous avez bien compris dans mon topo qu'il y a en fait encore une certaine méfiance à valoriser ces travaux de la recherche. Comme si pour être un bon chercheur, il fallait complètement refuser obstinément de discuter avec le monde de l'industrie. Et pourtant, c'est un grand scientifique tel que Louis Pasteur qui a dit « Il n'y a pas d'un côté la recherche fondamentale et de l'autre la recherche
et les applications et la recherche appliquée, il y a la recherche et les applications de celle-ci, unies l'une à l'autre comme le fruit de l'arbre est uni à la branche qu'il a portée. Lui aussi avait bien compris, comme Léonard de Vinci, qu'il fallait regarder vers la nature pour trouver des innovations majeures pour l'humanité. Merci de votre attention.